Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer le module 6 qui parlera des étapes de post-traitement en intelligence artificielle. Avant d'entamer ce module 6, nous aimerions vous rappeler brièvement les lignes directrices de votre projet de mi-session vu la semaine dernière. Vous devez d'abord commencer par une introduction en définissant l'importance du problème, pourquoi développons-nous un modèle pour cette application et quel est le besoin de ce modèle. Pour la section matériel et méthode, ici, vous devez présenter les données. Cela se fait le plus souvent en utilisant les indices statistiques dont nous avons discuté dans les premiers modules. Vous devrez également discuter du choix des variables d'entrée pour l'étude. De même, vous devez parler du développement du modèle SVM et de l'autre méthode que vous allez utiliser pour comparer les modèles. Vous devrez dire si vous avez besoin d'une transformation de données ou d'un autre pré-traitement et quels ont été les paramètres optimaux utilisés pour l'entrée dans le modèle SVM. Ensuite, vous devez présenter des résultats avec, par exemple, les nuages de points ou les diagrammes de corrélation pour les données d'apprentissage et de test respectivement. Vous devrez dire s'il y a une bonne corrélation et vous devez présenter les indices statistiques de performance du modèle. Nous allons discuter aujourd'hui de ces indices de performance. Après cela, vous devrez faire l'analyse de sensibilité. Enfin, vous devez présenter vos conclusions de l'étude et de l'analyse de sensibilité, dire si vous avez pu obtenir des bons résultats, montrer s'il est possible de réduire le nombre de caractéristiques d'entrée, à quelles caractéristiques votre modèle était le plus sensible, etc. Si vous avez des questions sur le projet, vous pouvez utiliser le forum. Comme dit précédemment, l'introduction doit présenter un contexte général. Elle doit souligner l'importance du problème et comment l'étude va être menée. Nous voulons souligner pourquoi ce travail est important et pourquoi il est nécessaire de développer un modèle. Vous devez ensuite écrire un énoncé du problème qui décrit ce que nous essayons de réaliser en développant un modèle pour cette application. Dans la section matériel et méthode, vous devez présenter les indices statistiques permettant de décrire la nature des données. Vous devriez discuter des étapes qui ont été utilisées dans le développement de votre modèle. Vous devez dire s'il y a eu un pré-traitement nécessaire, quels étaient les paramètres optimaux pour le modèle SVM, etc. La section des résultats doit présenter clairement les résultats de l'étude. Vous devez présenter un nuage de points avec les résultats prévus par rapport aux résultats observés pour le modèle développé, ainsi que pour les cas d'analyse de sensibilité. Vous devriez également envisager d'utiliser les mesures statistiques dont nous allons discuter aujourd'hui afin d'évaluer les performances de votre modèle. Les analyses statistiques donneront une idée de la corrélation et des performances du modèle qui utilise ces données d'entrée. Maintenant, revenons un peu à notre paradigme en intelligence artificielle qui vous a été présenté dans le premier module. Nous avons déjà parlé du pré-traitement des données. Il s'agit de la première étape qui comprend le nettoyage, la transformation, la réduction ou l'imputation des données et surtout le fractionnement des données. Dans les deux derniers modules, nous avons parlé des outils de modélisation, en particulier des méthodes de classification comprenant les arbres de décision, le KNN, le SVM et le M5. Afin de vous préparer à votre projet de mi-session, nous allons passer au post-traitement. Il s'agit de la troisième étape du paradigme de modélisation. Il est effectué après le développement du modèle. Nous voulons que les paramètres mathématiques interprètent objectivement le résultat de notre modèle. C'est cette étape qui nous permet d'interpréter les résultats de la modélisation. L'interprétation des données peut être problématique si les données ne sont pas analysées correctement avec des tests statistiques. Nous voulons utiliser des paramètres statistiques numériques qui nous permettent d'analyser objectivement les résultats du modèle. De cette manière, on peut dire si notre modèle fonctionne ou pas.
L'une des techniques de post-traitement les plus utilisées est le nuage de points. D'ailleurs, 75% de l'ensemble des graphiques d'analyse de données sont des nuages de points. C'est un moyen pratique de présenter des résultats de la modélisation d'une manière visuelle qui est à la fois attrayante et facile à comprendre pour le lecteur. Les nuages de points doivent être utilisés comme première forme d'analyse avant de passer à tout autre diagramme complexe ou de niveau supérieur. Un nuage de points a deux variables tracées sur l'abscisse et leurs données sur un diagramme à deux dimensions. Le but du nuage de points est de démontrer l'association ou la corrélation entre les deux variables et de la présenter graphiquement. Le nuage de points sert à montrer la relation entre les deux variables tracées en abscisse et en ordonnée. On peut appeler aussi ce type de présentation une corrélation bivariée. Si les valeurs prédites et observées sont identiques, nous attendons à une ligne droite avec une pente de 1 pour 1 partant de l'origine. Par conséquent, chaque fois que nos données prédites et observées sont proches de cette ligne avec une pente de 1,1, nous avons une corrélation élevée. Chaque fois qu'il y a une plus grande dispersion, en revanche, loin de cette ligne, cela indique une corrélation faible ou médiocre entre les résultats prévus et observés. Cela signifie que notre modèle n'est pas capable de prédire avec précision la sortie. Le coefficient de corrélation de Pearson est utilisé pour mesurer la force de l'association linéaire entre deux variables. Le coefficient de corrélation peut démontrer une corrélation à la fois positive et négative. Une valeur de R égale 1 signifie que nous avons une corrélation positive parfaite, et une valeur de R égale moins 1 signifie une corrélation négative parfaite. Plus la valeur absolue du coefficient de corrélation est élevée, plus la relation entre les deux variables est forte. La corrélation négative signifie que nous observons une association inverse entre les deux variables, tandis qu'une corrélation positive indique une association directe entre les deux variables. L'équation présentée sur cette diapositive sert à déterminer le coefficient de corrélation de Pearson. Ici, OI est la sortie observée enregistrée dans l'ensemble de données. PI est la sortie prévue qui a été déterminée via l'application de modèles. OI et PI bar sont les moyennes des données observées et prévues respectivement. N est le nombre de points de données dans notre ensemble. L'intensité de la corrélation observée entre les deux variables est mesurée par la valeur absolue du coefficient de corrélation. Plus la valeur absolue du coefficient de corrélation est élevée, plus la relation entre les deux variables est forte. Par exemple, une valeur de R égale 0,9 est une relation plus forte que R égale 0,4. Le signe d'un coefficient de corrélation nous donne une idée de la direction de la relation. Un signe positif indique qu'il existe une relation directe, car lorsque la valeur d'une variable augmente, l'autre a tendance à augmenter également. Cela entraîne une pente ascendante. Un signe négatif indique que lorsque la valeur d'une variable tend à augmenter, l'autre tend à diminuer, produisant une sorte de relation inverse. Cela entraînera une pente négative sur notre nuage de points. Pour vous aider à mieux comprendre la corrélation positive et négative, voyons deux exemples simples. Par exemple, à mesure que la vitesse du vent augmente, le taux de rotation de l'éolienne augmente aussi, ce qui entraînera une augmentation de la puissance de sortie. Par conséquent, il existe une corrélation positive entre la vitesse du vent, ou la vitesse de la turbine, et la production d'électricité. Un exemple applicable au Canada pour une corrélation négative est entre la température et le coût de chauffage. À mesure que la température augmente, au printemps par exemple, le coût du chauffage va diminuer. Voici 4 graphiques illustrant les amplitudes de la corrélation entre deux variables.
Dans le cas d'une corrélation positive parfaite, une ligne inclinée de 1 pour 1 se forme. Pour un R de 0,8, les points sont plus dispersés autour de la ligne 1 pour 1. Cela indique une relation assez forte entre les deux variables. En regardant le R de 0,6, il y a encore plus de dispersion par rapport au cas de R égale 0,8, indiquant une corrélation plus faible entre les deux variables. Pour un R de 0, il n'y a pas de relation entre les deux variables, et il n'y a donc pas de tendance pour une variable à changer dans une direction spécifique basée sur le changement de l'autre. Voyons maintenant à quoi ressemblent les corrélations négatives. Pour un R de 0, cela ne change pas du cas précédent. Pour la relation négative parfaite, si la valeur de l'abscisse augmente en grandeur, la valeur de l'ordonnée diminue. Il en va de même pour les cas de R égale moins 0,8 et de R égale moins 0,6. Leur dispersion va changer. Une corrélation négative indique une relation décroissante entre les deux variables. Par exemple, lorsque l'abscisse augmente positivement, l'ordonnée a moins tendance à augmenter négativement. En général, nous souhaitons avoir une corrélation supérieure à R égale 0,8 pour pouvoir la considérer comme une corrélation forte entre les résultats prévus et observés. Toute corrélation inférieure à 0,5 est souvent faible et indique une mauvaise relation entre les deux variables. Cependant, il n'y a pas de règle concrète pour déterminer ce qu'est une relation forte ou faible. L'analyse de la littérature et des travaux antérieurs sur le sujet peuvent nous aider à déterminer la force de la corrélation. Il se peut qu'une forte corrélation soit de 0,95, mais il est également possible de n'obtenir qu'une corrélation de 0,6 et que celle-ci soit considérée comme une corrélation forte. Cela dépendra de la nature des données analysées et de l'application du modèle. Pour votre utilisation dans le projet ou une utilisation personnelle, vous avez le fichier Excel Scatterplot Example sur le site du cours, module 6. Celui-ci peut créer un nuage de points en utilisant vos données. C'est assez simple. Vous pouvez voir sur la figure, les données prévues et observées sont compilées pour les cas d'entraînement et de test. La sortie du nuage de points du fichier Excel ressemble à ceci. Chaque fois que vous créez des nuages de points, il est important de présenter les données de manière claire et juste. C'est particulièrement important pour les revues et les publications. Vous devrez jouer avec les marqueurs afin de vous assurer que les résultats sont présentés clairement, dans un format intéressant, dans la bonne plage de données. En général, il est intéressant de tracer la corrélation parfaite de 1 pour 1, ainsi que des lignes de tendance de plus ou moins 10 ou 15% sur le même graphique. Cela permettra au lecteur de discerner rapidement l'ampleur de la corrélation et l'efficacité du modèle pour prédire la sortie. Nous voulons que les données se situent dans cette plage de corrélation et cela nous donne donc une indication rapide de la performance. Cela peut également permettre une comparaison rapide et facile entre les résultats du modèle. Dans la feuille Excel, vous pouvez voir qu'il y a une colonne intitulée « Lignes » qui peut être ajustée en fonction de votre domaine de données et de votre plage. Cela permet de tracer ces lignes. En général, on représente la corrélation parfaite sous forme de lignes continues et les lignes de plus ou moins 10 ou 15 degrés sous forme de lignes pointillées. Il est également important de les étiqueter pour que les lecteurs sachent quel pourcentage de différence a été utilisé pour trouver ces lignes. Ici, vous pouvez voir clairement les données observées tracées avec des marqueurs. La ligne continue donne la corrélation parfaite et nous pouvons voir qu'en ajustant les lignes de 15%, on voit rapidement que toutes les données de test sont dans ces 15%. On peut aussi utiliser des boxplots en post-traitement comme vu dans les premiers modules pour la détection des valeurs aberrantes. Les boîtes à moustaches sont également un moyen pratique de présenter 5 paramètres statistiques importants, notamment la médiane, le premier et le troisième quartile, ainsi que le minimum et le maximum des données. La ligne médiane représente la valeur médiane de l'ensemble de données.
Les parties supérieures et inférieures de la boîte centrale donnent respectivement le troisième et le premier quartile, et les limites supérieures et inférieures donnent les valeurs maximum et minimum. Il existe de nombreux indices statistiques différents qui peuvent être utilisés pour évaluer les performances de notre modèle. Ils ont chacun des forces et des faiblesses. De plus, les indices peuvent ne pas nécessairement concorder les uns avec les autres. Par exemple, le coefficient de corrélation peut indiquer une bonne corrélation, mais d'autres indices peuvent indiquer que ce modèle n'est pas bien adapté. Nous voulons être en mesure de prendre des décisions éclairées sur les performances du modèle à l'aide de ces différents indices. C'est important, car lorsque nous présentons notre travail ou l'étude à d'autres personnes, on peut nous demander pourquoi nous avons choisi ce modèle si certains indices sont de nature faible. Dans ce cas-là, il faudra bien justifier son choix. Les corrélations, les statistiques de signification et les niveaux de confiance sont des mesures qui peuvent être utilisées pour évaluer les performances d'un modèle. Nous voulons utiliser tous ces outils statistiques et ensuite apprendre à discerner ce qui signifie pour notre cas. Le coefficient de détermination est le carré du coefficient de corrélation de Pearson et correspond à la valeur R au carré que vous voyez présentée dans de nombreux graphiques et articles. Parce que cette valeur est au carré, il n'y a pas de valeur négative pour cet indice. Le coefficient de détermination est une mesure de la proportion de variance qui peut être expliquée ou prédite à partir de l'autre variable. Une valeur de R2 de 1 signifie une corrélation parfaite. La valeur prédite est exactement la valeur observée et nous pouvons donc prédire la variable dépendante sans erreur des caractéristiques d'entrée. Une valeur de R2 de 0 n'indique aucune corrélation. Nous ne pouvons pas prédire la variable dépendante en utilisant notre modèle et les caractéristiques d'entrée. Le coefficient de détermination donne une mesure de la variation de la variance qui peut être prédite à partir de l'autre variable. Par exemple, si R2 est de 0,81, cela signifie qu'il partage 81% de la variance dans les données, ou bien 81% de la variabilité observée dans une variable peut être présentée à l'autre variable par une relation linéaire. La valeur de R2 indique la quantité de variance qui peut être expliquée dans la variable dépendante en ajustant les données à un modèle. La valeur R2 indique la quantité de variation de la variable dépendante qui peut être expliquée par le modèle de régression ou la relation entre x et y. La proportion 1 moins R2 indique la variation qui ne peut pas être expliquée par ce modèle régressé. Il est cependant important de comprendre qu'une valeur élevée de R2 ne signifie pas toujours que votre modèle sera applicable. Il existe de nombreux exemples où la valeur de R2 est élevée. Cela peut parfois indiquer une mauvaise relation, comme on le voit dans le quartet d'Anscombe, une étude célèbre où les données sont différentes, ainsi que leurs relations, mais où les indices sont similaires. Nous allons le voir juste après. Parfois, la quantité de données peut également faire une grande différence. Si un nombre suffisamment grand d'observations est disponible, il est peut-être possible d'obtenir une relation significative. De plus, on peut observer une relation statistiquement significative, démontrée par une valeur R2 élevée, mais qui ne présente aucune relation physique significative entre les deux variables. C'est pour cette raison que vous devez toujours tracer les données. Cette diapositive montre les graphiques de l'étude d'Anscombe. Dans cette étude, chaque série de données avait la même moyenne, le même nombre d'observations, le même modèle régressé et la même valeur de R2. Cependant, vous pouvez voir que lorsque nous traçons les données, les séries sont radicalement différentes. Ici, toutes les relations avaient une corrélation de R2 égale 0,82. Vous pouvez voir clairement que l'ajustement est différent pour chaque ensemble de données, certains étant meilleurs que d'autres. C'est pourquoi il est important de toujours tracer les données
est d'utiliser une variété de paramètres pour évaluer les performances d'un modèle. Nous devons utiliser d'autres indices que le coefficient de détermination afin d'essayer de comprendre la véritable efficacité d'un modèle dans l'ajustement des données. Voici un tableau récapitulatif sur la signification des différentes valeurs du coefficient de corrélation de Pearson. Le cas parfait est celui où le coefficient de corrélation est de 1. Si le coefficient est inférieur à 1 mais supérieur à 0, cela indique une corrélation positive, mais avec des degrés de force variables. Plus la valeur est proche de 1, plus la relation est forte. Quand la valeur du coefficient de corrélation de Pearson diminue vers 0, alors la relation entre les modèles et les données est plus faible, et on peut dire qu'il n'y a pas de relation ou qu'il y a une légère relation entre les résultats prédits des modèles et des résultats observés. Si la valeur du coefficient est de 0, cela indique qu'il n'y a pas de relation entre les deux covariables. N'oubliez pas que le coefficient de corrélation de Pearson peut également être négatif, ce qui indique une relation dans laquelle une variable augmente et l'autre diminue, comme nous l'avons vu précédemment. Voyons maintenant le surajustement. C'est un problème majeur rencontré en modélisation en intelligence artificielle. Dans cet exemple, nous voulons construire un modèle de classification. Nous voulons connaître la frontière de décision entre les deux classes de données de manière à ce qu'elles soient généralisables et donnent de bons résultats. Dans le premier cas, nous pouvons voir que le modèle a une frontière linéaire entre les deux classes. Cependant, il s'agit d'un modèle trop simple pour pouvoir expliquer correctement les données. Le modèle n'a pas été suffisamment développé pour pouvoir représenter au mieux les données. Dans le second cas, un modèle approprié et généralisable a été développé. Bien qu'il y ait deux points de l'axe X qui sont étiquetés à tort comme des carrés à travers cette limite de modèle, cette séparation sépare au mieux les deux classes et présente une complexité suffisante. Dans le dernier cas, il s'agit d'un exemple classique de surajustement des données. Ici, en tant que modélisateur, nous avons forcé le modèle à inclure ces deux points de données X dans la classe X rouge en créant une frontière de séparation compliquée. Dans ce cas, avec cet ensemble particulier de données d'entraînement, le modèle fonctionne très bien. Nous pouvons être sûrs qu'il représente avec précision les données. Cependant, lorsqu'il rencontre de nouveaux points de données, le modèle fonctionnera probablement mal et ne sera pas généralisable. Ce modèle a été trop adapté à cet ensemble limité de données pour être en mesure de représenter efficacement et avec précision la réalité. Chaque fois que nous développons des modèles d'intelligence artificielle, nous voulons essayer d'obtenir le coefficient de Pearson ou coefficient de détermination aussi proche que possible l'un de l'autre pour les cas d'apprentissage et de test. S'il existe une différence marquable entre les corrélations de l'ensemble de données d'entraînement et de test, votre modèle est peut-être surajusté à l'ensemble d'apprentissage. Chaque fois que le modèle est surajusté aux données d'entraînement, nous pouvons nous attendre à ce que le modèle fonctionne moins bien dans la phase de test que dans la phase d'entraînement. De ce fait, il manquera de possibilités de généralisation. Le surajustement mémorise essentiellement les données d'entraînement au lieu d'identifier le modèle ou la relation entre les données. Dans ce cas, le modèle fonctionne mal sur les nouveaux cadres de données car il est incapable d'identifier le modèle entre les variables. Il ne représentera pas correctement la réalité. Voici une vidéo qui parle du problème de surajustement dans la modélisation en intelligence artificielle. Elle peut vous aider à mieux comprendre le surajustement. La variance est une mesure qui peut être utilisée afin d'évaluer la qualité d'une analyse de régression, comme cela est effectué par nos algorithmes de modélisation. La variance de l'ensemble des données décrit dans quelle mesure une donnée est éloignée de la moyenne de la population. La variance prise en compte peut être calculée selon l'équation présentée sur cette diapositive. La variance de deux variables identiques sera de 100%. L'écart pris en compte, ou VAF,
peut être utilisé pour décrire la proportion de variance de la variable de résultat associée à la variable indépendante. L'erreur quadratique moyenne, appelée RMSE, est définie comme l'écart-type des résidus. Les résidus mesurent à quelle distance de la corrélation parfaite se trouve le point de données réel. Dans le graphique présenté sur la diapositive, la corrélation prédite versus observée est montrée pour les résultats d'un modèle donné. La corrélation positive parfaite est représentée par une ligne avec une pente de 1 pour 1 s'étendant vers le haut à droite. Le résidu est la distance entre le point de données et cette ligne. Le RMSE est donc une mesure de l'étalement des résidus. C'est très utilisé dans les publications scientifiques. Voici sa formule. Nous pouvons voir qu'il s'agit essentiellement d'une relation d'écart-type et qu'il s'agit de la somme de la différence au carré entre le point observé et le point prédit divisé par n, le nombre d'observations, le tout à la racine carrée. Comme cet indice statistique met au carré les erreurs, cela pondère les erreurs plus importantes plus fortement que les petites erreurs. Cette mesure est utilisée dans presque toutes les études pour identifier la performance d'un modèle et sa qualité d'ajustement. Pour le RMSE, une valeur proche de 0 indique une erreur faible entre les valeurs prédites et observées. Cela signifie que la dispersion des résidus est faible et que le nuage de points prévu versus observé est donc plus étroitement regroupé près de la ligne parfaite d'ajustement. L'indice de dispersion est déterminé en divisant la valeur calculée du RMSE par la moyenne des observations. L'indice de dispersion représente le pourcentage de différence quadratique moyenne par rapport à l'observation moyenne. C'est une forme de calcul d'erreur en pourcentage. Une valeur faible de l'indice de dispersion signifie une meilleure performance du modèle, car notre pourcentage d'erreur RMS par rapport à la moyenne des données est plus faible. Si le pourcentage d'erreur était plus élevé, cela indiquerait une performance du modèle plus faible. L'erreur absolue moyenne est tout simplement la moyenne des erreurs absolues entre les données prédites et observées. Vous pouvez voir ici qu'on considère la somme de la valeur absolue de la différence entre les résultats observés et prédits, puis on divise par le nombre d'observations pour obtenir le MAE. Encore une fois, nous voulons que le MAE soit une valeur faible pour indiquer une différence moyenne faible entre les valeurs prédites et observées. Parce que c'est un absolu, nous ne soucions pas de savoir si la valeur prédite est supérieure ou inférieure au point de données observé réel. Le MAE et le RMSE expriment tous deux l'erreur de prédiction moyenne dans les unités de la variable d'intérêt. Étant donné que le RMSE a une racine carrée comme étape finale, les unités sont dans la même dimension que la variable d'intérêt. Comme le MAE est une mesure de la différence moyenne entre les valeurs prédites et observées, il est aussi exprimé dans l'unité d'intérêt. Selon la taille des résidus, les deux métriques peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 0 et infini, mais dans les deux cas, des valeurs plus petites indiquent une meilleure performance du modèle. Il existe néanmoins une différence importante entre les deux paramètres. Le RMSE met au carré les résidus. Il pondère donc les gros résidus plus fortement que le MAE. Par conséquent, en raison de ce poids élevé par rapport aux erreurs importantes, le RMSE peut être plus utile lorsque vous avez tendance à avoir des erreurs de plus grande ampleur dans vos prédictions. Cette diapositive donne un exemple de 3 ensembles de données et les erreurs associées pour l'observation. Chaque ensemble contient 10 points. Nous pouvons voir que dans le premier cas, si l'erreur est uniformément répartie, alors le RMSE et le MAE sont identiques. La somme de l'erreur au carré est de 40, la division par 4 est 4, la racine carrée est 2, c'est le RMSE.
La somme des résidus est 20, divisé par 10, cela donne 2. Si nous regardons le troisième cas, ici, il n'y a pas d'erreur associée pour 9 des 10 points. Cependant, le 10e point a une grande erreur associée. Nous pouvons voir que cela fait monter le RMSE par rapport au MAE parce que le RMSE favorise et pondère plus la grande valeur. L'erreur relative absolue moyenne, appelée MAR, est essentiellement la même que le MAE. Sauf que dans ce cas, nous normalisons les résidus au point de données observées. Chaque fois que nous utilisons cette mesure de la précision des prédictions, nous devons veiller à déterminer si nos données contiennent des zéros. On ne peut pas diviser l'erreur résiduelle par le point observé si le point observé est nul. Comme vous pouvez l'imaginer, le MAR peut devenir très grand si les valeurs observées et prédites sont elles-mêmes petites. Ici, nous pouvons voir un exemple où deux cas sont examinés. Un des ensembles de valeurs observées versus prédit est de 3 ordres de grandeur plus petit que l'autre. Dans ce cas, le MAR s'avère être 2 fois plus grand pour le second cas où les valeurs observées versus prédites sont plus petites que pour le cas avec les valeurs plus élevées. Cela est vrai même en considérant que l'erreur entre les valeurs prédites et observées n'est que de 0,002. Le MAR est basé sur les prédictions sous-estimées par rapport à la valeur observée. Dans ce cas, le MAR sera inférieur au cas où la valeur prédite est supérieure à la valeur observée. Nous pouvons voir ici que si la valeur observée est 10 et que la valeur prédite est 20, ce qui représente une surestimation, le MAR s'avère être de 1. Cependant, si nous considérons le cas inverse, où la valeur observée est de 20 et où la valeur prédite est de 10, alors le MAR est de 0,5. L'erreur quadratique moyenne relative, appelée RRMSE, peut également être déterminée en divisant le RMSE par le point de données observé. Dans ce cas, la formulation est la même que le RMSE, sauf que le résidu est divisé par la valeur des données observées. Encore une fois, dans ce cas, une valeur plus petite de RRMSE indique un meilleur ajustement du modèle. L'erreur relative moyenne, ou MRE, est calculée en considérant la somme de l'erreur résiduelle divisée par la valeur observée. Celui-ci est ensuite divisé par le nombre d'observations n. Ceci est une autre métrique que nous pouvons utiliser pour évaluer l'ajustement de notre modèle pour les données. Le biais est la différence entre la valeur attendue et la valeur réelle du paramètre estimé. À partir de la formule présentée sur cette diapositive, nous pouvons voir qu'elle est assez similaire au MAE, sauf que nous ne considérons pas la différence absolue entre les valeurs prédites et observées. Un modèle sans biais aura une valeur nulle pour le biais calculé. Le biais fait référence à la tendance d'un processus de mesure à surestimer ou à sous-estimer la valeur de l'observation des données. Parfois, le biais peut représenter une forme d'erreur systématique dans les mesures ou dans les techniques utilisées. Il ne peut pas être calculé en moyenne. Un biais positif indique que le modèle a tendance à surestimer la valeur du paramètre, tandis qu'un biais négatif indique que le modèle a tendance à sous-estimer la valeur des paramètres. Un biais de 0 signifie que les surestimations et sous-estimations des paramètres sont égales. Cependant, un biais nul ne signifie pas que nous avons un modèle précis ou parfait. Nous pourrions avoir des différences positives et négatives égales, qui sont énormes et qui représentent une grande erreur avec notre modèle. Pour cette raison, nous devons considérer plus que cette seule mesure statistique. Le nombre de Nash est une autre mesure de l'efficacité du modèle
et peut être calculé à l'aide de la formule présentée sur cette diapositive. C'est une mesure proposée par Burman et Anderson. Le nombre de Nash nous donne une idée de la simplicité du modèle par rapport à l'écart du modèle et par rapport aux valeurs réelles. En général, nous voulons obtenir un bon ajustement en utilisant un modèle aussi simple que possible pour éviter des algorithmes compliqués, des exigences de calcul et un temps d'analyse trop long. Le nombre de Nash est exprimé en pourcentage. Par conséquent, une valeur de 100% indique une valeur optimale. Une valeur plus élevée du nombre de Nash indique une complexité croissante du modèle, et par conséquent, nous connaîtrons une plus grande sensibilité du modèle aux valeurs d'entrée. Pour résumer tous les indices statistiques, nous avons surtout parlé du RMSE, du MAE, du MAR, du RRMSE et du MRE, qui ont tous des dimensions identiques à la variable dont ils prédisent l'erreur. Par conséquent, ceux-ci peuvent tous être utilisés à des fins de comparaison avec les données. Généralement, pour toutes ces mesures, des valeurs plus proches de zéro indiquent une erreur plus faible et une meilleure performance du modèle. Dans tous nos modèles de classification dont nous avons discuté jusqu'à présent, le coefficient de corrélation de Pearson a été déterminé pour indiquer les performances du modèle. Une valeur plus proche de 1 indique une corrélation parfaite. Le biais du modèle donne une indication de la surestimation ou de la sous-estimation des valeurs prédites par rapport aux valeurs réelles. Un biais positif indique une tendance des modèles à surestimer le paramètre d'intérêt, tandis qu'un biais négatif indique une tendance des modèles à sous-estimer le paramètre. Un biais de zéro ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas d'erreur associée au modèle. Le nombre de Nash est une mesure de l'efficacité du modèle. Une valeur plus élevée indique que le modèle a une complexité élevée et potentiellement une sensibilité élevée aux valeurs d'entrée. Une valeur plus proche de 1 ou de 100% indique une performance optimale. Voyons maintenant comment calculer ces différents indices. Si vous ouvrez le fichier Excel intitulé Exemple d'indices statistiques du site du cours, vous pouvez faire cet exemple. La première chose à faire est de copier et coller les valeurs prévues et observées du modèle dans les colonnes R et Q respectivement. Ceux-ci peuvent être obtenus à partir de la fenêtre de l'espace de travail MATLAB. Ensuite, faites glisser la formule de la colonne de différence de manière à ce qu'elle calcule la différence pour tous les points de données de la série prévus et observés. Dans toutes les cellules, au niveau des équations, vous devez ajuster la plage de la série de données considérée de manière à inclure toutes les séries dans les colonnes prédites et observées. Chaque fois que vous utilisez cette feuille pour un nouvel ensemble de données contenant des quantités de données différentes, il vous suffit de modifier la plage des données prises en compte dans les formules. Suite à cela, le classeur calcule toutes les mesures statistiques dont nous avons discuté pour un ensemble donné de valeurs prédites et observées. Vous pouvez ensuite utiliser ces métriques pour évaluer les performances de votre modèle en fonction de leurs valeurs numériques.